Bien, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle David Bénichou, je suis magistrat détaché comme directeur du projet SecFin Africa et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui parmi nous et en ligne plusieurs orateurs avec qui nous allons évoquer la question de l'opérationnalisation de la lutte contre les flux financiers illicites. Alors, tout d'abord, je laisserai la parole à Pierre Allais, qui est sous-directeur des sanctions et de la sécurité financière à la Direction générale du Trésor. Puis Frédéric Bayard, ancien colonel de gendarmerie, qui est coordinateur régional du projet SecFin Africa, vous présentera la perspective qu'il rencontre dans le hub dont il assume la direction, c'est-à-dire l'Afrique australe. Ensuite, nous donnerons la parole à Madame Lila Latif, qui représente la société civile, qui nous parle actuellement, qui nous parlera actuellement depuis Nairobi et qui est universitaire et membre du réseau Tax and Justice Network. Enfin, Quentin Mug, commandant de police français détaché à Europol, qui est officier de liaison criminalité organisée et terrorisme, nous présentera les aspects très opérationnels des échanges de données et de la lutte contre les flux financiers illicites. Et nous terminerons par une perspective avec un chercheur, un économiste, qui est Monsieur Bob Richkers, qui nous présentera son approche de l'évasion des droits de douane et des méthodes de mesure de contrôle. Alors l'idée est que chacun des panélistes fasse un très court exposé pour que nous puissions débattre tous ensemble, mais également avec la salle, l'ensemble des participants en ligne, puisque si vous êtes en ligne, sachez que vous pouvez nous adresser des questions et donc de laisser le plus de temps possible aux échanges pour cette heure et demie que nous avons devant nous. Eh bien, je vais laisser la parole pour ces mots d'introduction à Monsieur Pierre Allégret de la Direction générale du Trésor. Merci beaucoup, merci et bonjour à tous également, et merci à tous pour votre intérêt pour ce sujet aujourd'hui. Pour ma part, je vais souhaiter dire quelques mots en venant plutôt du volet normatif, donc en étant encore au stade, parce que pour ma part, je représente plutôt la France dans des instances de définition des standards et puis par ailleurs dans des instances de soutien à des projets. Donc, merci beaucoup de m'inviter à ouvrir ce webinaire sur un sujet qui est évidemment très important pour nous, les flux financiers illicites, la mobilisation des ressources publiques, mais aussi avec des intervenants qui le sont tout autant pour nous. Donc, grand merci à la FERDI, bien sûr, d'organiser cet échange pour la plateforme française sur la mobilisation des ressources intérieures publiques. Et puis, par ailleurs, je ne peux que saluer l'accent mis aujourd'hui sur le projet SecFin Africa, qui est mis en œuvre par Expertise France et qui est soutenu financièrement par la direction du Trésor. Donc le sujet que vous souhaitez aborder aujourd'hui est très important pour nous sous toutes nos composantes, non seulement chez moi sur la lutte contre la criminalité financière, mais de façon générale dans nos travaux d'économistes ou de relations bilatérales avec différents pays du monde et tout particulièrement en Afrique subsaharienne. On constate évidemment les problèmes posés par les manques de ressources publiques liés à évasion fiscale ou autres qui se traduisent par des flux financiers illicites. C'est un volume qui est extrêmement difficile à mesurer. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ça pourrait donner lieu à des échanges extrêmement longs, mais on le chiffre souvent à plusieurs points de pourcentage du PIB, ce qui en dit long sur les opportunités qui sont perdues et à l'inverse l'opportunité qu'il y a à lutter contre ces phénomènes. Et c'est évidemment essentiel de lutter contre cela pour dégager de nouvelles ressources. Donc c'est un sujet particulièrement important pour nous en tant que direction du Trésor. Et pour aujourd'hui, ce que je souhaiterais vous dire en guise d'ouverture, c'est, je ne sais pas si je pourrais vous rassurer totalement, mais en tout cas, je souhaiterais vous confirmer à tous que, au stade de la définition des standards internationaux, nous attachons en réalité une grande importance aux questions que vous posez très justement aujourd'hui sur la transmission concrète
des standards envers des résultats opérationnels tangibles et aux problématiques qui peuvent se poser de capacité de coordination. Donc, si je prends pour exemple les standards du GAFI, du groupe d'action financière, auquel je représente la France, ce sont des standards que vous connaissez tous, qui sont applicables aux 200 juridictions du monde. Ce sont des standards qui ont une évaluation de l'efficacité concrète, donc qui sont construits non pas seulement sur des obligations en termes de textes à appliquer, de dispositifs à pouvoir présenter dans les textes, mais bien une évaluation sur place de comment est-ce que cela se traduit en des résultats tangibles à toutes les étapes, que ce soit d'identification des risques, capacité à produire du renseignement financier utile, des poursuites et jusqu'aux confiscations. C'est vrai, je veux dire, c'est pas le moment le plus agréable, mais quand on fait une évaluation d'un pays, y compris du GAFI lui-même ou à travers un réseau global, il y a tout un temps de l'évaluation et ensuite de débat entre les membres qui est bien consacré aux résultats immédiats. Et je peux témoigner, tous les débats au sein du GAFI ou des organismes régionaux sont confidentiels, mais concrètement, ça se traduit souvent pour tous ceux qui ont pu y assister en des débats très concrets sur est-ce que tel taux de confiscation est raisonnable pour le pays, est-ce que telle mécanique permet bien d'aller jusqu'au bout, avec des évaluateurs qui ont passé des semaines, voire des mois, à juger de la pertinence de ces mécaniques. Donc ce sont bien des standards que l'on cherche à construire pour pouvoir arriver à des résultats opérationnels concrets. Par ailleurs, lorsque on fait évoluer ces standards, on tient compte des retours d'expérience sur les difficultés d'opérationnalisation. Donc, merci beaucoup. Pour nous aussi, c'est très important d'avoir ce type d'échange tel que vous avez aujourd'hui pour pouvoir exprimer quelles sont les véritables difficultés auxquelles font face les pays qui cherchent à les appliquer. Si je prends pour exemple, vous pouvez voir qu'il y a de nombreux guides pratiques et forums de discussion qui existent au sein du GAFI, qui donnent lieu à des publications pour assurer un bon partage d'expérience. Nous avons nous-mêmes organisé en marge d'une plénière GAFI il y a un an un forum sur l'assistance technique avec des pays bénéficiaires et des institutions qui ont fourni de l'assistance technique pour échanger sur comment prioriser. Et par ailleurs, pour aller un petit peu plus loin, il y a tout un projet en cours au GAFI actuellement pour essayer de mieux traiter le cas des pays dits à faible capacité. Donc il y a une prise de conscience et une prise en compte par les membres du GAFI que parfois les standards tels qu'ils sont aujourd'hui méritent d'être soit, on verra, est-ce que complétés, éclairés pour les pays à faible capacité qui ont le plus de difficultés à pouvoir appliquer les textes tels qu'ils sont aujourd'hui et démontrer des résultats. Et cela rejoint totalement les questions que vous posez là, de quand on a de faibles capacités, par quoi commencer, quels sont les résultats qu'il faut vraiment chercher à atteindre. Donc, il y a un projet en cours qui est co-dirigé par des représentants notamment de la Banque mondiale et de l'Afrique du Sud, avec tout un tas de contributeurs membres, pour identifier les vulnérabilités particulières, quels sont les risques particuliers auxquels peuvent faire face des pays dits à faible capacité, et d'autre part, dégager des pistes d'action pour les accompagner au mieux, que ce soit en matière d'assistance à ces pays, et même au sein du GAFI et des organismes régionaux, lorsqu'ils sont évalués, pour avoir des approches d'évaluation et de priorisation qui soient complètement adaptées. Donc, ce que je souhaite vraiment assister aujourd'hui, c'est que c'est très important ce que vous faites et c'est très important d'avoir pour nous d'avoir ce type de retour et ensuite on cherche à en tenir compte au moment de la définition des standards. J'ajoute à titre plus personnel que je suis tout à fait sensible à ça parce que dans mes fonctions à la direction du Trésor, j'ai aussi le rôle de coordination des institutions nationales, pour le coup, en France, de lutte contre le blanchiment, des multiples administrations. Et quand on fait le compte de toutes les administrations, opérateurs concernés, on arrive à une liste d'une trentaine d'acteurs. Et donc, on se retrouve régulièrement avec des problèmes équivalents, y compris en France, des sujets de capacité et de coordination. Et à titre d'exemple, si je peux donner deux exemples de procédures particulièrement performantes récentes, ce sont des procédures qui ont un très grand aspect de coordination. Par exemple, récemment, la lutte contre les sociétés éphémères en France passe par des lignes directes entre la cellule de renseignement financier et des parquets pour pouvoir utiliser au mieux et brancher directement le droit d'opposition sur de la saisie judiciaire. Dans un autre exemple, la lutte contre le jeu illégal, qui ne se soumet pas du coup à la taxation et donc aux ressources publiques, passe par une coopération étroite entre l'autorité de supervision des jeux, qui identifie les plateformes illégales,
et l'autorité de surveillance des systèmes de paiement qui peut indiquer aux opérateurs de paiement de ne plus accepter de paiement envers ces institutions illégales. Donc c'est aussi quelque chose que l'on observe au quotidien au niveau national. Enfin, je souhaiterais confirmer et souligner que ces sujets sont réellement au cœur des priorités françaises et notamment, vous aurez l'occasion de le constater cette année, ce sera au cœur de la présidence française du G7 que l'on exerce depuis le 1er janvier de cette année. La France, de façon générale, participe à des projets et véhicules d'assistance technique en matière d'anti-blanchiment. J'ai cité Secfin Africa, on soutient évidemment également la facilité globale de l'UE, on a un fonds financier FMI et d'autres instruments. Et on travaille dans cet esprit à chaque fois à avoir du dialogue avec les institutions partenaires, les organisations régionales et les pays partenaires pour renforcer la mobilisation des ressources domestiques et d'avoir un impact tangible des actions d'assistance technique. Et plus spécifiquement sur notre présidence du G7, on va donner suite à un engagement qui avait été pris par tous les pays du G7 l'an dernier à lutter davantage contre les flux financiers illicites et à soutenir les pays qui ont besoin de soutien en capacité. Et nous organiserons par ailleurs cette année, en mai, une grande conférence ministérielle sur la lutte contre le financement du terrorisme, qui nous éloigne un peu de la mobilisation des ressources publiques, mais uniquement pour illustrer l'engagement politique qui sera mobilisé cette année sur cela. Je ne veux pas vous prendre plus de temps, mais je souhaitais vraiment pouvoir confirmer aujourd'hui que, au stade de la définition des normes, ce sont des sujets qui sont bien pris en compte, et donc on suivra l'équipe avec attention aux échanges aujourd'hui pour savoir comment on peut en tirer des conséquences ensuite. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup, Monsieur Allégret, pour cette introduction. Permettez-moi d'y voir plusieurs éléments qui vont permettre déjà d'alimenter nos échanges, les discussions, des points tout à fait passionnants. Par exemple, la notion d'opérationnalisation sur laquelle on peut avoir plusieurs approches. On peut donner à la notion d'opérationnalisation plusieurs sens. Euh, le sens de mettre en œuvre les 40 recommandations du GAFI pour atteindre un certain niveau de capacité des pays, mais également avec le prisme judiciaire et celui des forces de l'ordre. Opérationnalisation, on s'entend du lancement de poursuites qui ont précisément dans ce domaine l'objectif de parvenir à des saisies et des confiscations. Donc là, on voit qu'il y a, il y a, il y a, il y a deux, en quelque sorte, il y a deux mondes qui cohabitent dans ce domaine, le renforcement capacitaire. Et puis également, une fois que ces capacités sont mises en place, on peut envisager une opérationnalisation au sens propre, au sens direct, qui est celui de la mise en œuvre des services, comme vous l'évoquiez par exemple, des relations entre les services de renseignement financier et le parquet. Et ça a pour but voilà, de déclencher des enquêtes et d'arriver ensuite à des poursuites pénales, des confiscations. Mais ça, je pense que Monsieur Mug nous en parlera. Juste un mot avant de donner la parole à Frédéric Bayard. On a parlé de donc vous-même, Pierre Allégret, vous êtes directeur de la sous-direction euh, direction des sanctions et sécurité financière, ce qui fait un peu SecFin, à ne pas confondre avec SecFin Africa. Exactement, Donc c'est le même voilà, terme, mais pas le même, on utilise pas le tous nos même mots. objet. Donc juste un mot de précision. Qu'est-ce que SecFin Africa? SecFin Africa est un projet cofinancé par l'Union européenne, la France et l'Allemagne, et donc qui, en quelques mots, a pour but de renforcer les capacités des pays d'Afrique subsaharienne et de les aider à mieux lutter contre le financement du terrorisme. C'est un projet assez important. Grosse équipe, nous avons une quarantaine d'équipiers qui sont répartis entre quatre hubs en Afrique. Moi-même, je suis directeur de ce projet basé à Bruxelles. Et donc, je vais laisser la parole à Frédéric Bayard, qui est le coordinateur donc, du pôle Afrique australe de Secfrin Africa. Merci beaucoup, David, pour me laisser, entre guillemets, parler de la plateforme australe du projet SecFin.
Alors c'est vrai que c'est difficile de parler de SecFin. Heureusement, David vient d'en parler. C'est un projet qui couvre toute l'Afrique subsaharienne. Et compte tenu du nombre de pays à couvrir, il a été nécessaire de répartir ces pays en quatre régions. Et la région australe que je coordonne prend sa part dans la mission qui lui est confiée, sachant que, bien sûr, le fil rouge, c'est la lutte contre les flux financiers illicites. Mais comment fait-on pour lutter contre les flux financiers illicites? Ben, on s'est organisé et on s'est structuré avec des experts au niveau de chaque région et on retrouve la même structure dans chaque région de manière à avoir une cohérence d'ensemble sur cette approche. Ce qui fait que dans chaque région, vous allez trouver un expert qu'on appelle investigation qui va couvrir toute la partie relative à la collecte d'informations financières à caractère criminel jusqu'à comment dire, la transmission au parquet de ces informations sous forme, bien entendu, de dossiers pour poursuite éventuelle. Et on a une partie recouvrement des avoirs criminels qui complète, entre guillemets, cette expertise, cette couverture des différentes institutions qui est d'ailleurs géré par un expert, par des experts d'Expertise France. Et enfin, la troisième partie, et c'est là où je voulais aussi rebondir sur ce que le directeur Allégret a mentionné, avoir sur une partie prévention, c'est-à-dire tout ce qui est normatif. Alors, quand on parle d'opérationnalisation, c'est assez difficile d'entendre le mot normatif derrière, mais malheureusement ou heureusement, plus exactement, enfin heureusement, en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, il nous faut des normes, il nous faut des régulations, il nous faut des directives, il nous faut des lois. Parce que là, pour être plus imagé, je me retrouve à l'autre bout du tuyau du directeur Allégret, à savoir que si on n'a pas en amont tout le corpus juridique, réglementaire, fiscal, eh bien, à la fin, les enquêteurs, les procureurs, les magistrats ne peuvent malheureusement pas aller au bout, comment dire, des enquêtes qui ont été ouvertes ou des cas qui ont été identifiés en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Donc ça, c'est ce que je voulais dire en préliminaire. Il y a enfin, c'est impératif d'avoir une parfaite coordination et une parfaite connaissance du milieu normatif avant de pouvoir faire de la mise en place capacitaire et à la fin d'être, entre guillemets, un peu plus opérationnel. Parce que là encore, je veux dire, on peut toujours critiquer le fait qu'en matière d'enquête financière, on ait des résultats un peu mitigés, que ce soit en termes de saisie des avoirs, comme ça a été mentionné par le directeur Allégret, mais également en termes de volume d'enquête parce que je ne vais pas citer ici, rentrer dans les détails, ce n'est pas intéressant, mais sachez-le, il y a une attrition, normalement il y a déjà cette attrition dans le processus criminel, là je passe sous le contrôle de mon directeur David, il y a toujours une attrition entre les enquêtes qui sont ouvertes et celles qui finissent devant une cour pour être jugées. Mais là, en matière d'enquête financière, c'est encore pire. Ce qui fait que le problème, entre guillemets, majeur du GAFI, c'était de faire en sorte qu'il y ait une plus grande efficacité entre le corpus qui correspond à toute la conformité, le corpus qui correspond à l'efficacité, les fameux résultats immédiats, et cette fameuse liste de 21 crimes préidentifiés qui génèrent des flux financiers illicites. Parce que le monde, entre guillemets, et pardon pour cette expression, mais le monde, je veux dire, ou le milieu des enquêteurs criminels, lui, il a besoin, entre guillemets, comme je disais tout à l'heure, de cadre juridique. Et il a besoin d'une information, d'un renseignement d'abord. Mais tout ça, ça doit être parfaitement, comment dire, préparé en amont
par les différents opérateurs. Et là, la difficulté terrain que nous avons, c'est de mettre en relation chaque institution qui détient un petit bout du puzzle. Et à la fin, le problème, comme je disais juste avant, c'est qu'on s'aperçoit que entre le nombre de rapports d'activités suspectes et le nombre de saisies des avoirs en termes de monnaie ou en termes, comment dire, de biens, il est vraiment très, très minime, il est décevant. Donc, il faut travailler là-dessus. Et comme disait comment dire, notre directeur, on va essayer de travailler un petit peu plus avec les différents partenaires institutionnels de manière à être plus efficace. Alors, ici, je ne vais pas revenir, ça va être probablement abordé par les autres intervenants, mais clairement, notre premier souci, c'est la modernisation des modes d'action. Ça, c'est quelque chose aussi qui est porté par la DG Trésor, si je ne m'abuse, en ce qui concerne l'analyse des informations, peut-être avec l'IA aussi. Il y a aussi l'importance des informations qui viennent du public, parce que c'est quelque chose que je dis très souvent aux enquêteurs. Vous pouvez être les meilleurs agents de renseignement, les meilleurs enquêteurs, les meilleurs analystes. Cette information, elle vient du secteur privé, elle vient du secteur bancaire, elle vient des Designated Non-Financial Businesses and Professions, les NFPB. Donc, si on n'a pas une bonne connexion entre ces fournisseurs d'informations, si on n'a pas une bonne analyse et une bonne recherche du renseignement financier en impliquant tous les différents acteurs, on a au bout un mauvais produit. Et ce mauvais produit, de toute façon, il faut reconnaître les choses en matière d'enquête judiciaire. Ce n'est pas à un enquêteur financier de remonter toute une filière, entre guillemets, de structures, de sociétés, etc., où il va se perdre son temps. Il faut une meilleure coordination et une information précise des différentes activités suspectes pour pour présenter des dossiers cohérents, je veux dire, aux juges d'instruction, au parquet, et par la suite, après, je veux dire, aux autorités de jugement. Donc, on parle aussi de former des équipes d'identification et des enquêtes. C'est ce qu'on fait. Alors, pourquoi je parle des équipes d'identification? Alors, identification, ça renvoie à ce qu'on a en France et que, je veux dire, on aimerait développer un petit peu aussi dans les pays, je veux dire, africains. C'est, on a un outil qui est extrêmement intéressant, c'est la plateforme d'identification des avoirs criminels. Si vous n'avez pas de moyens, que ce soit au niveau du Trésor, que ce soit au niveau des structures fiscales, que ce soit au niveau des centres de renseignement financier, ou même que ce soit au niveau policier et des équipes financières, si vous n'avez pas de plateforme pour identifier ces avoirs criminels, ça va rendre la difficulté beaucoup plus grande encore. Donc, quand on parle de plateforme, c'est bien, mais il faut qu'on ait, je veux dire, des personnels formés pour parler, pour travailler dans ces plateformes. Et l'idéal, ce serait d'avoir ces plateformes interconnectées entre elles par la suite. Alors ça aussi, on y travaille. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. On travaille sur quelque chose de bien particulier actuellement dans la région australe. C'est la plateforme de connexion entre les registres des bénéficiaires effectifs, entre l'Afrique du Sud, le directeur en a parlé, mais également le Botswana et la Namibie. Et ça va être vraiment un progrès. Mais pour mettre en connexion tout le monde, je l'ai dit, j'ai parlé des normes, eh ben, il faut que dans chaque pays, il y ait également le corpus juridique, pardon, qui puisse permettre ces échanges directs pour plus d'efficacité. En plus, il faut également, on travaille également, mais les pays dans du common law ont un peu du mal dans ce sens-là, sur l'inversion, la charge de la preuve. Dites-moi comment vous avez acquis tel ou tel bien, et je veux dire, à ce moment-là, on validera cet acquis. Donc ça revient, je veux dire, aux plateformes d'identification
des avoirs criminels. Enfin, je veux dire, c'est une composante de notre projet. On travaille en direction de la protection des lanceurs d'alerte et bien entendu du travail interactif que l'on pourrait faire avec les organisations de la société civile qui sont absolument de la plus grande importance pour pour un meilleur échange entre l'institutionnel et le privé en ce qui concerne le blanchiment des capitaux et bien entendu la corruption. Après, on a bien sûr, on porte un accent assez appuyé sur la coopération internationale opérationnelle. Alors, encore un mot un peu savant pour dire que l'idée, c'est d'harmoniser toutes les mises en cause, les incriminations, c'est-à-dire aligner les définitions sur de la corruption et de la fraude pour éviter que les fonds ne se réfugient dans des failles législatives. Après, ce que l'on oublie souvent, malheureusement, c'est le recours à l'entraide pénale internationale. Ici, dans le domaine de, comment dire, la lutte contre le blanchiment, moi, je parlerais plutôt d'assistance mutuelle simplifiée pour accélérer les procédures de gel et de saisie des avoirs pour éviter que les fonds ne soient déplacés avant la fin des enquêtes. Là, j'anticipe sur ce que comment dire, Quentin va évoquer, mais c'est vraiment absolument important. Donc, on a quelques petites pistes hein, sur lesquelles on travaille parce que je pourrais être beaucoup plus long, mais malheureusement, il faut voir plusieurs aspects de cette lutte contre les flux financiers illicites. C'est le partage d'informations entre les services spécialisés d'enquête avec une nécessité de confiance mutuelle. Alors, comment on fait? On pourra peut-être répondre à cette question par la suite. Il faut identifier vraiment, ça c'est important, des équipes spécialisées et je dis incorruptibles. Mais là aussi, c'est bien beau de citer le mot incorruptible, mais comment on rend incorruptibles ces enquêteurs? Ça, c'est une autre question à laquelle on pourra peut-être essayer de répondre. En plus, il faudrait, et ça manque encore dans certains pays, parce que le directeur a parlé de pays qui était sous le seuil de l'intérêt, entre guillemets, d'alerte du GAFI. Bon, je travaille concrètement sur deux pays en ce moment qui sont dans ce cas-là. On a les Comores et le Sud-Soudan. Ces deux pays sont dans deux situations complètement différentes, mais c'est très difficile de, entre guillemets, motiver les différents institutionnels de ces pays-là, car il faut une volonté politique. Et sans cette volonté politique, ça sera difficile, comment dire, d'aller plus loin, d'assainir un petit peu le périmètre en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Et enfin, je veux dire ça, mais c'est ma marotte parce que je le vois depuis plus d'une dizaine d'années que je suis en Afrique d'abord de l'Est et maintenant en Afrique australe, c'est qu'il faut, mais ça a été aussi mentionné par le directeur, c'est qu'il faut criminaliser les dossiers systématiquement en fonction de ce qu'a édicté le GAFI. Hein. Le GAFI a listé 21 activités criminelles qui génèrent des flux financiers licites. Et il y a une claire volonté du GAFI, et là je parle aussi sous le contrôle du directeur, mais d'inciter les pays à criminaliser les dossiers de violation dans le domaine de la régulation fiscale, de la régulation économique, etc., plutôt que de les traiter avec une approche économique ou fiscale, ce que les Anglais appellent le plea bargain, c'est-à-dire qu'on négocie une amende, généralement bien salée, et on oublie tout ce qui est poursuite, tout ce qui est enquête, tout ce qui est saisie, tout ce qui est gel des comptes, etc., etc. Donc ça, Bien, c'est... merci Oui, Frédéric, je crois le sujet est passionnant et nous emmène sur des... finissez là-dessus. Voilà. D'accord, bah, je, je- C'était je- la dernière recommandation, dernière piste sur laquelle ouais, euh, on travaille. formidable. Je vois que tu as cité des éléments qui sont très intéressants, les plateformes d'identification des avoirs criminels, qui nous emmènent sur le sujet des bénéficiaires effectifs. Et nous, comme nous travaillons sur tout un continent, on peut même
ouvrir l'esprit en imaginant qu'il y a aussi d'autres modèles que les plateformes d'identification des avoirs criminels. On peut aussi imaginer des partenariats avec la société privée, avec des agences d'enquête qui sont capables de tracer, par exemple, les actifs virtuels, avec aussi la société civile. Il y a aussi donc la notion de judiciarisation du renseignement qui est tout un monde assez formidable. J'espère qu'on en parlera. Et cette stratégie d'opérationnalisation qui a été validée par Secfin Africa, nous en parlerons sans doute également. Mais je vais laisser d'abord la parole à Madame Lila Latif, qui représente la société civile. Et ça aussi, c'est quelque chose de très intéressant et formidable. C'est-à-dire qu'on s'appuie non seulement sur les institutions étatiques, mais aussi sur la société civile. Et les études montrent, ça je pense que peut-être Monsieur Quentin Meug pourra en parler, que les poursuites faites sur la base de leaks, c'est-à-dire ce qui a été les données collectées par la société civile entraînent parfois des possibilités de recouvrement qui sont égales ou supérieures à celles des services de renseignement financier. Et ça aussi, ça nous oblige à la réflexion sur nos méthodes de travail. Madame Lila Latif, je vous laisse développer la perspective de votre réseau. Thank you very much for having me on this Merci forum. beaucoup. And I must say, it is Merci beaucoup such de a m'accueillir pleasure ici to meet you aujourd'hui. all and C'est to un grand also hear plaisir de about vous the different rencontrer. approaches that you're all thinking Et j'ai été about ravie in également combating illicit financial d'entendre flows. toutes vos So what I've stratégies heard so pour far combattre are les an flux aspect financiers of illicites. IFFs that are crime related, Mon right? This is aspect what Mr. est, Pierre initially started off discussing, and pour then l'instant, Mr. nous avons beaucoup Frederick as parlé well de do crimes. the same. But Monsieur I Allégret en a want us parlé, Monsieur Bayard en a parlé to également. move to a dimension of IFFs Mais that maintenant, je voudrais passer à un often autre gets aspect, less attention in these conversations. And à that un for aspect me auquel nous is the prêtons moins tax attention, related side, because l'aspect as civil fiscal. society we function a lot around the discussions La about société tax civile related tourne illicit financial beaucoup flows. So what's the autour role of this des particular phenomena in this FFI entire liés discussion that we're having? à l'univers I've had fiscal. conversations with Mr. Frederick, who has just said that J'ai eu des conversations avec he's Monsieur mentioned about Bayard. asset confiscation and the On a AML beaucoup frameworks. parlé They are already well developed. de The cadres normative architecture, LCB, de in my view, it recouvrement exists. d'avoirs. Now, the Toute cette harder and architecture frankly the existe déjà. costlier problem for Le African public problème finance is qui always the coûte bien plus tax-related illicit cher financial flows. The aux pays flows that are africains not moving sont through les criminal flux financiers networks, but through illicites corporate liés à structures, l'aspect through fiscal, liés aux digital entreprises transactions, and et aux also transactions financial numériques arrangements that et are aux entirely arrangements within the formal fiscaux system. Now, qui that is sont where the présents au fiscal sein leakage, the du tax cadre revenue légal. leakage, right, is Il y a largest. une véritable And that fuite, is where fuite des recettes operationalization is also fiscales. most underdeveloped. Et And the reason l'opérationnalisation est très it sous-développée is pour ce underdeveloped, it comes secteur. down to one thing, which is information. And I'm so Sous-développée glad à cause Mr. du Frederick manque talked about this. He said d'informations. information is Monsieur Bayer en a necessary parlé. for Il a dit que exchange, and that's l'information the est only way we are nécessaire able to pour combat pouvoir illicit échanger. financial flows. Et It's c'est not la seule about façon not dont nous pouvons having laws combattre in les place. It's not IFF. about not Ce n'est having pas seulement une proper question rules d'avoir in des lois, place, but the d'avoir des problem règles en is the place. absence of usable data. Le To be problème est able to l'absence de identify a données tax-related utilisables IFF, pour we need to identifier be able les to see flux the financiers transaction. We need to illicites be able to liés à analyze l'évasion it, and fiscale. we Nous need to devons be pouvoir able to tracer ces compare it transactions, les against a analyser baseline. et les And that comparer requires à digitalized des financial données de base. systems, even interoperable databases, Nous and avons besoin de bases de analytical données capacity to interopérables interrogate what that data is telling us. et nous devons Now, pouvoir interroger unfortunately, ce que, many African ce que ces governing données nous authorities are disent. not yet there. They're De still nombreuses operating autorités fragmented, fiscales paper-based, or africaines even n'en sont pas partially encore là. digitalized systems Les that systèmes really ne sont que cannot partiellement generate the quality numériques. of information that Il n'y is a needed to aucun partage detect these flows in d'informations the et donc first nous ne place. pouvons pas So, when we're détecter ces talking flux about illicites. capacity building, and Donc I heard lorsqu'on parle de Mr. Pierre renforcement de mention capacity capacité, building, Monsieur and when we're Allégret en a speaking about parlé, capacity quand on building in this parle de space, we are renforcement de not just talking capacité, about, I hope, nous ne parlons training pas people. We are justement talking about, and we should talk simplement about de building the digital former des infrastructure personnes. Il faut that makes créer detection l'infrastructure possible at numérique all, qui rend right? la And détection without that possible foundation, partout. every Et other sans anti-IFF cette measure base, on the tax side toutes here les is going to be normes operating largely blindly. Now,
ne seront pas efficaces parce que nous avançons à l'aveugle. La numérisation a énormément accéléré les transactions, les échanges monétaires. Je donnais un exemple à un de mes collègues hier et je vais le partager avec vous également. Je veux que vous pensiez à une plateforme numérique très grande qui opère dans différents pays africains. Cette plateforme vend des publicités, euh, vend du contenu et également sert à processer des transactions. Cette plateforme a une véritable activité économique, génère des revenus, mais qui possède cette plateforme? Les algorithmes, par exemple. Eh bien, l'entreprise est enregistrée dans les Caraïbes ou dans un pays en Europe. La plateforme paie une certaine somme à cette plateforme offshore. Et donc, le profit et le revenu généré par cette plateforme ne va pas au pays où les revenus sont générés. Par exemple, à Nairobi, à Dakar, à Lagos. Nous, nous avons de nombreux experts dans ces villes qui ont plus de connaissances même que les institutions étatiques. Et donc, quand nous essayons de mettre un chiffre sur cette perte, nous n'y arriverons même pas. Nous savons, par exemple, qu'en Afrique, nous perdons à peu près 89 000 milliards de dollars liés à l'évasion fiscale. D'autres chercheurs disent que c'est des millions de milliards qui sont perdus depuis les années 2000. Des milliers de milliards de dollars sont perdus chaque année. Mais nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord sur un chiffre, parce que la nature illicite de ces flux veut dire que c'est très difficile de les mesurer. Et cet écart que M. Allégret a mentionné fait également partie du problème. Car sans données, nous ne pouvons pas créer de volonté politique. Peut-être que ce que je vais dire à présent va pouvoir orienter notre discussion. Avec deux de mes collègues, deux collègues d'Afrique du Sud, nous avons développé un tracker de politique contre les FFI qui fait partie du Tax Justice Network en Afrique. Pourquoi cela est important pour la question d'opérationnalisation? Un tracker est utile seulement si l'on sait pourquoi il est utilisé. Donc, avant de mettre en place des mesures pour combattre l'évasion fiscale, par exemple, nous devons savoir quelle est la situation au niveau du pays, quelles lois existent, quelles institutions existent, où sont les écarts et les lacunes. Sans avoir toutes ces informations, nous allons essayer de trouver une solution à un problème que nous ne connaissons pas. Donc, nous avons créé 12 indicateurs qui sont divisés en 4 groupes. Est-ce que le pays a des lois anti-FFI? Est-ce que ces lois sont mises en œuvre? Est-ce que les institutions au niveau africain ont les capacités et l'engagement politique de mettre en œuvre ces lois? Ce tracker a été accepté par l'Union africaine, par exemple. Cela a révélé des choses vraiment très intéressantes. Le problème n'est pas la législation, ce n'est pas la loi. C'est que les données ne sont partagées avec les autorités.
Il y a des registres, mais ils ne sont pas accessibles au public et il n'y a pas de mécanisme pour pister le fait que les réformes livrent des résultats au fil du temps. Et donc, l'évaluation au niveau du pays permet de comprendre quels sont les problèmes dans le pays lui-même en ce qui concerne les FFI et comment est-ce que ce pays peut utiliser son propre contexte politique et social pour combattre le problème des FFI dans leur pays. Alors, pour conclure très rapidement, la deuxième chose que nous avons fait, nous avons travaillé avec Transparency International Kenya et nous avons examiné 4 pays de l'Afrique de l'Est qui ont mis en œuvre la Convention de l'Union africaine pour lutter contre la corruption. C'est une convention qui est un des instruments les plus importants du continent pour lutter contre la corruption. C'est ce qui permet de recouvrir des actifs, par exemple, des avoirs. Et nous avons vu que la mise en œuvre des lois anticorruption est extrêmement inégale. Et les problèmes sont toujours au niveau de l'institution et non au niveau du droit. C'est à cause des capacités limitées et il y a une interférence politique dans l'application de ces lois et ça a toujours été le cas sur le continent. Et l'évaluation mesure ce qui existe sur le papier et ne regarde pas ce qui fonctionne en réalité. Donc, si on regarde ce pisteur des FFI et les travaux de Transparency International Kenya, ce que nous voyons, c'est qu'il faut 3 choses. Tout d'abord, il faut une coordination institutionnelle. Les agences doivent parler entre elles. Ensuite, nous avons besoin des données. Nous devons créer l'infrastructure qui donne les propriétaires effectifs et nous devons échanger les informations pour pouvoir pister ces FFI. Et ensuite, grâce aux mesures, on doit voir quels sont les progrès au fil du temps au lieu de dire à chaque fois qu'une loi est votée, oui, victoire. Donc voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Latif, de nous avoir ouvert vers ces perspectives très intéressantes de la société civile. Cet outil, peut-être pourriez-vous le partager plus tard dans le chat de la conférence, ainsi que les références euh, des études. Et ça montre tout l'intérêt pour des projets sur financement public de travailler main dans la main avec la société civile. Euh, je vais maintenant donner la parole à Monsieur Quentin Meug, donc depuis Europol, qui va nous présenter donc la perspective depuis cette agence européenne avec un regard critique et très opérationnel sur sur les dispositifs mis en place, sur les opérations dont il peut parler publiquement. En tout cas pour celles qui sont rendues publiques et la manière dont l'Europe peut travailler main dans la main pour mieux coordonner les services et aboutir à des résultats. Quentin Mug, c'est à vous. Merci beaucoup. Et un regard critique mais constructif, parce qu'il y a énormément de choses intéressantes à tirer du travail d'Europol. Donc, je rappelle qu'Europol n'est pas une sorte de petite Interpol, c'est tout autre chose. Europol, c'est l'agence de police criminelle dont les États membres de l'Union européenne se sont dotés pour elles-mêmes, mais qui en fait dépasse de loin l'Union européenne elle-même, puisque nous avons maintenant plus de 50 membres avec qui nous échangeons quotidiennement. Le partage d'informations dont il est beaucoup question ici et qui en effet est absolument crucial dans tous les domaines de la criminalité et du terrorisme, mais spécifiquement aussi sur évidemment le blanchiment qui par nature a tendance à être très international. Ces échanges ont lieu. Tout n'est pas à créer. Au quotidien, on échange littéralement des milliers de messages entre nous et avec tout un tas d'acteurs au-delà de nos frontières. J'écoutais avec beaucoup d'attention les précédents intervenants.
Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. En particulier, je trouve très intéressant la position de Madame là, qu'elle vient d'évoquer et du rôle de la société civile. Peut-être qu'il faut quand même rappeler un chiffre un peu désagréable, mais je pense que c'est important de le poser parce que de ce chiffre découle un certain nombre quand même d'analyses. Le chiffre que nous connaissons tous, c'est que, et c'est le chiffre d'Europol d'ailleurs, mais qui a été également validé par d'autres organisations internationales, c'est que environ 2% des avoirs criminels sont effectivement saisis, et sur ces 2%, on est à un peu moins de 1% qui est effectivement confisqué. Bon. Comment cela se fait-il? Alors que on est depuis une quarantaine d'années, hein, depuis la création du GAFI en tout cas au moins, et puis par la suite de très nombreux règlements, nombreuses lois, de nombreuses agences, etc., etc., on s'aperçoit que 40 ans plus tard, les 2% qui étaient la moyenne en 1989 sont toujours le chiffre que nous citons en 2025. Pourquoi? En ce qui concerne le crime organisé, qui est mon domaine de compétence, et le terrorisme aussi, mais vous verrez que les liens avec la délinquance dite en col blanc, fraude fiscale, en abus de biens sociaux, etc., et la connexion est immédiate. On est probablement face à un problème de priorisation des risques. Pourquoi je dis ça? Parce que les enquêteurs financiers, j'en suis un, j'ai longtemps dirigé un groupe anti-blanchiment en France, spécialisé dans tout ce qui était banque souterraine. Et d'ailleurs, dans le cadre de ces opérations, nous pratiquions régulièrement des opérations dites d'infiltration qui m'ont amené à me confronter très personnellement aux difficultés du blanchiment d'argent, puisque dans le cadre d'opérations autorisées par la justice, nous blanchissions nous-mêmes, nous proposions des services ou nous contactions directement des blanchisseurs. De quoi s'est-on aperçu? C'est qu'en fait, cash is king. Le cash tient un rôle absolument prédominant dans les opérations criminelles, également dans le financement du terrorisme, mais aussi dans tout ce qui concerne les problématiques de fraude fiscale, où on constate que des fraudeurs fiscaux qui ont effectivement alimenté des comptes bancaires, parfois dans des juridictions très lointaines, ont une prédilection pour un contre-paiement cash, tout simplement pour se mettre à l'abri des dispositifs d'alerte de type FIU. Bon. Parce qu'en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que rien n'oblige les criminels à se jeter tête baissée dans des filets annoncés à l'avance. Donc, ils vont chercher des solutions de remplacement. Alors, il s'est produit quelque chose à Europol ces dernières années, de tout à fait extraordinaire, au prix d'un effort européen et principalement d'un effort néerlandais, belge et français. Plusieurs plateformes de communication créées par le crime organisé, pour le crime organisé et utilisées par le crime organisé, ont été hackées par la police. Tout ça a été coordonné à Europol. Pour résumer les choses très simplement, vous avez sans doute entendu parler des affaires en Crowdchild, Sky ICC, et puis peut-être d'autres, Anom, Exclu, Matrix, Ghost. Ce que la police a fait dans ces opérations, c'est qu'en fait, on a pu décrypter des plateformes totalement inaccessibles au public, exclusivement utilisées par ces criminels, qui nous permet qui nous a permis de mettre sous le microscope plus de 200 000 personnes, toutes des criminels, les gens les plus toxiques de la planète, puisque ces solutions de communication étaient extrêmement coûteuses, et donc éloigner de fait le menu fretin, les petits criminels. Et donc, on a observé ces gens-là dans leurs activités, on a interféré beaucoup, puisque plus d'1 milliard de messages ont été interceptés, décryptés, analysés, traduits, donnant lieu à, au moment où je vous parle, plus de 17 000 arrestations parmi les organisations criminelles les plus dangereuses de la planète. Mais là, je vous parle de la Ndreta, de la Camorra, des cartels sud-américains, des cartels balkaniques très actifs en Afrique de l'Ouest, etc., etc. Donc vraiment, la totalité du spectre criminel, bien au-delà des frontières européennes. Comment déplacent-ils leur argent? En cash. Et plus c'est gros, plus c'est cash. Ce qui est un peu contre-intuitif parce qu'on se dit, tiens, un groupe criminel, je prends un exemple concret, un groupe de 3 personnes qui se sont alliés, le chef de la Camorra, Raphaël Imperiale, qui s'était associé avec le chef de la Mokro-mafia néerlandaise, Ridwan Taghi, et un troisième larron d'origine bosniaque, représentant un gang des Balkans. Ces 3-là se sont associés
et à eux seuls faisaient transiter environ un tiers de la consommation de cocaïne en Europe. Un tiers de toute la cocaïne qui rentre par an en Europe. Donc, quand on connaît le coût d'un kilo de cocaïne en Europe, qui est environ de 30 000 euros, le même kilo d'ailleurs en Australie vaudra 250 000, le coût de production, lui, est environ 2 000. On imagine les sommes que ça représente. Comment cet argent circule-t-il? En cash. Il n'y a pas d'armée d'avocats. Il y a tout simplement ce qu'on appelle, alors il porte différents noms, nous on appelle ça un courtier en France, ça s'appelle un broker aux États-Unis et ça s'appelle un hawaladar au Moyen-Orient. C'est le fameux système Hawala dont j'espère que vous avez tous connaissance, parce que si ce n'est pas le cas, là ça pose vraiment un problème, puisque c'est par ce moyen que l'énorme majorité des fonds criminels circulent. Pourquoi? Parce qu'ils ont parfaitement compris que les autres circuits formels étaient très surveillés. Étant entendu que la demande des criminels n'est pas spécialement d'apporter une justification à leur argent, mais tout simplement de l'éloigner, de l'exfiltrer. La problématique de la justification interviendra plus tard, pas sur l'ensemble des sommes qui auront transité, mais simplement sur ce qui a besoin d'être justifié, c'est-à-dire en tout cas pas les sommes qui vont être elles-mêmes réinvesties dans des activités criminelles. À quoi servirait-il de justifier de l'argent qu'on destine à racheter de la drogue? Et surtout uniquement lorsqu'on a un projet spécifique, puisqu'il se trouve que les 3/4 de la planète fonctionnent très bien en cash. Voilà, il ne faut pas projeter nos visions européennes sur le monde, parce que ça donne lieu à des erreurs d'analyse assez profondes. Ces brokers qu'on appelle blanchisseurs, puisqu'effectivement, ils proposent un service de courtage, c'est-à-dire qu'ils collectent de l'argent en un point, l'argent ne va pas bouger physiquement, on va remettre une somme équivalente dans un autre pays. Pourquoi l'argent ne bouge-t-il pas? Parce que ces courtiers ont une clientèle qui va acquérir l'argent, en l'occurrence l'argent de la drogue au nord, et qui va remettre des sommes équivalentes dans un pays du Sud, fréquemment. Ces sommes-là peuvent provenir de toutes sortes d'origines, pas nécessairement d'ailleurs criminelles. Et c'est d'ailleurs pourquoi Dubaï tient une telle place dans cet écosystème. C'est parce qu'il y a là-bas des milliers et des milliers de travailleurs immigrés qui sont payés en espèces et qui souhaitent renvoyer leur argent dans leur pays d'origine, souvent Pakistan, Inde, etc. Et donc, ça crée des montagnes de dirhams qu'on va pouvoir mettre en face des montagnes d'euros. Et donc, c'est ce système de swap, si vous voulez, qui ne va jamais transiter par les canaux formels, qui représente l'essentiel des opérations dites de blanchiment du crime organisé. Il en va de même pour le financement du terrorisme. D'ailleurs, ce n'est pas Europol qui le dit, ni moi, c'est le GAFI lui-même qui, en juillet 2025, dans un rapport très intéressant, indique que 80 à 90% des transactions liées au financement du terrorisme se font en cash. Bon, malheureusement, dans le rapport d'octobre de mise à jour des 40 recommandations, le mot Hawala n'apparaît nulle part et il est simplement en page 136 d'un index, ce qui donne à penser que ces mécanismes seraient quelque chose d'exotique et à la frange. Ça n'est pas le cas, c'est véritablement le sujet principal et ça explique sans doute largement la faiblesse des saisies. Non pas que l'activité des services ne soit pas intense, il y a énormément d'arrestations, de démantèlements, etc., mais on a du mal à mettre la main sur l'argent. C'est-à-dire qu'on peut démanteler tout un réseau sans pour autant trouver le magot. Et la raison à ça, c'est parce qu'en fait, je sais bien que c'est très à la mode de dire follow the money, mais concrètement, dans ces cas-là, il n'y a simplement rien à suivre, puisqu'il n'y a pas de mouvement physique de l'argent et que ça ne transite pas non plus par les institutions financières. Alors voilà un vrai problème. L'autre problème que nous avons, c'est une problématique de compréhension, enfin quand je dis nous, globalement, de ce que sont ces opérateurs de blanchiment. Ce ne sont pas simplement des gens qui arrivent à la fin d'une opération criminelle, sollicités par tel ou tel, dans le but de déplacer l'argent ou de le justifier. C'est en fait bien souvent, ce sont ces gens-là qui ont permis l'infraction elle-même. C'est-à-dire qu'en fait, et on le voit de manière absolument éclatante dans les dossiers Sky, EncroChat, etc. Là, de très nombreuses transactions, notamment de drogue, mais pas seulement. C'est pareil pour les trafics de migrants, même chose dans le trafic d'armes, etc. C'est bien souvent cet opérateur financier qui va mettre en relation l'acheteur et le vendeur qui ne se connaissent pas. Et plus important encore, ils vont servir de tiers de confiance, quasiment de notaire. Parce que dans un monde criminel où la confiance ne règne pas, on aime confier son argent à quelqu'un en qui on a confiance, lequel ne va réaliser le paiement final qu'une fois la transaction effectivement réalisée. Ça va si loin que certains d'entre eux ont même des gens qui vont sur le terrain s'assurer de la réalité des transactions.
criminel avant d'opérer le paiement. Donc on a affaire à des gens qui sont bien souvent considérés comme des prestataires de services. D'ailleurs, on parle de crime as a service, alors qu'en fait, ils sont les promoteurs, les animateurs et bien souvent les initiateurs d'une part importante de la criminalité. Et donc, je rejoins tout à fait Frédéric Bayard lorsqu'il nous dit qu'il y a un problème d'incrimination. Oui, il faut cesser de traiter ces gens comme des accessoires pour leur rendre leur juste part. Ce sont des complices actifs. Maintenant, quid de la fraude fiscale? Parce qu'on pourrait dire, bah, tout ça est très bien, mais ça concerne vraiment que le monde criminel? Eh bien non. Alors, je suis bien placé pour en parler puisque j'ai moi-même mené des enquêtes où dans un seul dossier, on a pu relier 3 milliards d'euros du trafic de drogue avec 3 milliards d'euros de fraude fiscale. Voilà. Et qui nous a quand même permis d'en saisir environ 120 millions en espèces. Ce qui vous dirait c'est peu, mais enfin c'était 3 milliards sur la durée. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, il faut trouver un débouché à tout cet argent liquide. Et quelle est la seule activité illégale qui puisse se comparer en termes de volume à toute la criminalité organisée réunie? La fraude fiscale. Or, ces gens-là sont très friands d'argent liquide qu'ils vont ensuite échanger contre les sommes qui sont déjà bancarisées au prix souvent d'une ingénierie financière complexe et parfois ancienne. Si bien que la problématique du placement de l'argent liquide dans le système formel ne se pose pas, puisqu'on l'achète. On va acheter une société et on va acheter un compte bancaire avec de l'argent dessus, on va acheter un compte offshore, etc., etc. Et puis après, au-delà de tout ça, pour équilibrer les comptes, mais là, je ne voudrais pas ouvrir ce chapitre parce que ça va nous envoyer sur des discussions très longues, mais je suis ravi d'en parler si ça vous intéresse. Il faut bien évidemment équilibrer les comptes entre cette constellation d'opérateurs financiers occultes et le moyen par lequel les comptes s'équilibrent, c'est tout simplement les opérations commerciales, trade-based money laundering, que chacun connaît. Pourquoi? Parce que ça permet d'opposer une visibilité à des transferts de flux financiers qui se matérialisent sous la forme de biens de consommation, sachant que pour suivre une transaction commerciale, vous n'avez plus un flux à suivre, mais trois, un flux de marchandises, un flux documentaire et un flux de transactions financières, ce qui rend la chose extrêmement délicate, d'autant plus que bien souvent, ces opérations commerciales existent et qu'elles ne sont pas fictives du tout. Voilà, simplement, les acquisitions ont eu lieu en tout ou partie en espèces permettant de faire transiter des flux. Et par la suite de les justifier pour de bon, ce qui va bien souvent dans les enquêtes amener par erreur les enquêteurs et magistrats à attribuer à tel ou tel trafiquant ou tel fraudeur des schémas de blanchiment par opération commerciale qui sont en réalité le fait de leur blanchisseur lui-même pour son propre compte. Voilà, bon, j'ai mis autre chose à vous dire si ça vous intéresse sur les observations qui ont été les nôtres au cours des 6 dernières années, qui n'ont pas été des révélations au sens de découverte, mais simplement l'échelle de tout ça nous a quand même un peu déstabilisés, et surtout le fait que tout ça s'affranchit extrêmement facilement de la quasi-totalité des dispositifs de contrôle. Merci beaucoup, Quentin Mug. C'est très intéressant. Je retiendrai un chiffre, celui des 2% saisis pour 1% confisqués au final. Et quand on rapporte ce chiffre à celui indiqué par Madame Latif de 89 milliards de dollars par an soustraits en quelque sorte au continent africain, eh bien, 1%, ça devrait aboutir déjà à 890 000, enfin 890 millions de dollars, ce qui pourrait être un bel objectif opérationnel pour Secfin Africa, faire en sorte qu'on aide à saisir, à confisquer ce 1% de cette somme qu'on a du mal à évaluer et qui effectivement concerne aussi bien les flux financiers illicites issus du crime organisé, mais ce grand sujet de la fraude fiscale. Je vais maintenant laisser la parole à notre économiste pour compléter cette approche
plurisectoriel, pluridisciplinaire du panel, Bob Richkers, qui va nous faire quelques développements sur cette approche d'évasion par le scope des droits douaniers. Bob, c'est à vous. Merci beaucoup de l'invitation. Je vais présenter quelques planches sur comment lutter contre la corruption dans la douane et pourquoi je pense que c'est important. Bon, nous savons tous, comme le collègue vient de le dire, que l'évasion fiscale sont des sources majeures de flux financiers illicites et il y a beaucoup de pertes de revenus. Jusqu'à 50% des revenus est perdu. Maintenant, je vais montrer que typiquement, les gains sont concentrés et surtout à des acteurs avec des connexions politiques. Ensuite, je vous parlerai d'une étude de cas de Madagascar. Il y a une personne qui nous regarde, qui a travaillé avec nous sur cela. Et nous allons voir que de petites interventions peuvent amener d'énormes rendements. Et nous parlerons également des incitations. Oui, Bob, but we don't see your slides. Pardon, Maybe Bob, you mais should on ne voit pas vos relaunch slides. the presentation. Peut-être que vous It's devriez frozen. relancer le partage I don't d'écran. know for the others, but C'est on gelé. Je ne my sais pas screen pour it les was autres, mais en tout cas frozen pour on the moi, first page. c'était gelé à la première page. Est-ce que vous le voyez à présent? Yes, Oui, perfect. parfait. Alors, il y a un paradoxe. Les pays à faible revenu, pour ces pays, les revenus des douanes sont extrêmement importants. Mais en même temps, les pays en développement ont plus de mal à mettre en œuvre leur politique commerciale et à collecter les droits de douane. Certaines personnes paient des pots de vin pour éviter de payer les droits de douane. Ici, vous voyez la différence, 20%, 1%. Alors, comment détecter le contournement des droits de douane? Les transactions sont enregistrées 2 fois dans le pays source avec l'exportation et dans le pays qui importe le produit. Et donc, nous pouvons comparer les chiffres et utiliser la différence entre ces deux chiffres pour évaluer la quantité de recettes potentiellement perdues. Ici, l'exemple du Nigeria. Les exports vers le Nigeria sont plus grands que les imports enregistrés par le Nigeria. Il y a donc une différence. Il pourrait y avoir d'autres facteurs, mais cette technique des statistiques miroirs marche plutôt bien. Et nous voyons que cette différence est reproduite dans différents pays. Et les différences commerciales sont corrélées aux droits de douane, comme vous le voyez dans ce graphique. Plus les droits de douane sont élevés, plus la différence est élevée également. En Ouganda, entre 20 et 33% des recettes sont perdues. Madagascar et au Nigeria, plus de 30%. Il y a certains pays où près de 50% des recettes sont perdues à cause du contournement des droits de douane. Nous calculons donc ce revenu potentiel qui aurait pu revenir au pays et nous ne nous basons pas sur leur propre déclaration de revenus. Qui bénéficie de ce contournement? Nous avons des données entre Madagascar et la France. Nous avons pu trouver des informations par rapport aux identifiants de conteneurs
Donc les conteneurs qui partent de France et les conteneurs qui arrivent à Madagascar. Pour les 5 plus grands importateurs, 26% du commerce, 16% des conteneurs ne représentent que 1% des pertes des recettes. Mais si nous nous concentrons sur les 5 plus grands fraudeurs, nous voyons qu'ils représentent 1% du commerce, 12% des conteneurs, mais 75% des pertes en recettes. Donc si l'on pouvait identifier ces 5 criminels, faire en sorte qu'ils changent leur comportement, cela pourrait avoir des conséquences énormes sur l'économie du pays. En Tunisie, nous avons pu analyser les connexions politiques des entreprises qui fraudent. Nous avons analysé les données d'entreprises qui ont été possédées par l'ancien président tunisien Ben Ali et sa famille, ces entreprises qui ont été confisquées. Nous avons vu que les entreprises avec des connexions politiques fraudent beaucoup plus que d'autres types d'entreprises. Entre 2000 et 2010, ils ont fraudé et contourné plus de 200 millions de dollars de droits de douane. Donc, cela rejoint ce que ma collègue Madame Latif disait. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de corruption dans les pays à bas revenus? Eh bien, parfois, un seul pot de vin peut représenter 20 fois le salaire annuel d'un officier de douane. Et il y a très peu d'incitation au bon comportement. Certains de mes collègues en ont parlé. Il est très important de criminaliser la mauvaise conduite. Mais dans de nombreux pays, nous voyons peu de récompenses pour un bon comportement, peu de punitions pour un comportement opportuniste. Les douanes sont un environnement où il y a énormément d'interventions politiques également. Dans notre expérience, ce n'est pas une question de manque de capacité, c'est plutôt une question de collusion. Il y a énormément de corruption par collusion. Alors, comment améliorer la situation? De petites améliorations peuvent générer des rendements importants. Quelques agents de douane spécifiques ont un grand rôle à jouer. Voici nos découvertes. Il faut créer une dynamique pour ensuite avoir des réformes structurelles plus profondes. Il faut être réaliste. Il faut commencer par les choses simples, faciles. Il faut une mise en œuvre graduelle des réformes pour avoir le moins de résistance possible à la réforme. Les données et la recherche peuvent permettre d'évaluer l'impact et de guider les réformes. Il faut avoir un dialogue, un véritable dialogue avec le personnel, les courtiers, les importateurs également. Un exemple, le cas de Madagascar. Nous avons commencé notre projet en 2014. Il y avait beaucoup d'inefficacité, de pertes de recettes, un tiers de pertes, des contrôles très peu efficaces. Ensuite, nous sommes intervenus avec des contrats de performance, par exemple, la mise en place d'un algorithme de détection de collusion. Nous avons rencontré beaucoup de succès. Pendant cette période, les revenus des douanes ont augmenté de 93% et l'efficacité a également augmenté, l'efficacité des contrôles. De nombreuses personnes pensent que
une numérisation plus importante est la solution. Mais dans ce contexte, on a pu observer que parfois c'est également la racine du problème. Quand les déclarations sont distribuées aux officiers de douane, cela devrait être totalement aléatoire. Mais à Madagascar, comme dans d'autres pays, il y a des interactions excessives entre certaines entreprises et certains officiers. Certains officiers s'occupent beaucoup trop de certaines déclarations de courtiers. À cause d'une manipulation informatique, certains courtiers sont automatiquement assignés à certains officiers de douane. Ces déclarations présentent plus de risques, présentent une plus grande perte de recettes également. Et les officiers de douane traitent ces demandes avec un traitement préférentiel, moins de pénalités. Euh, les déclarations se font plus rapidement également. Donc, quand on a détecté cette collusion, les douanes de Madagascar sont intervenues, ont sanctionné les officiers et ont également euh, réussi à stopper cette manipulation informatique. Mais elle a ensuite refait surface parce que le personnel informatique a trouvé une nouvelle façon de manipuler l'allocation des déclarations. Donc, pour conclure, la corruption dans les douanes est courante, coûte énormément au pays et est une source importante de FFI, souvent systémique, rendue possible par les officiels. Les gains sont très concentrés, mais nous pouvons y faire face. Encore une fois, de petites interventions peuvent générer de grands rendements. Se concentrer sur l'informatique seule ne permettra pas ces rendements. Pour nous, les incitations sont clés et l'aspect politique de l'économie doit être pris sérieusement. Je vais m'arrêter là. Alors, thank you, Bob. It was Merci beaucoup, really Bob. interesting. Une présentation extrêmement This intéressante. in-depth, pardon, c'était très intéressant cette vision en profondeur et avec cette approche scientifique qui nous fait reconsidérer certaines parfois fausses bonnes idées que rajouter de la technique, ça permet de résoudre les problèmes. C'est beaucoup plus complexe que ça. Alors, je vais profiter pour passer pour vous faire part d'une question euh, de de la salle. Euh, une question donc de Florian au sujet de l'importance du cash. Quid des cryptoactifs qui sont souvent présentés comme des outils privilégiés de fuite des flux financiers illicites? Alors, qui souhaite répondre? Quentin? Oui, je réponds volontiers à cette question parce que c'est une question qui nous est extrêmement souvent posée, ce qui se comprend puisqu'il y a vraiment un intérêt très, très, très appuyé, notamment des médias, mais aussi un discours plus institutionnel autour de la crypto-monnaie. Et c'est vrai que le nombre de dossiers augmente de façon importante. Il y a de plus en plus de dossiers. Maintenant, si on regarde les volumes, il y a les évaluations qui sont faites par les grandes firmes, hein, Chainalysis, Elliptic, etc., qui vraiment cherchent à envisager quel est le volume de transactions illégales et qui sont pour l'essentiel reprises par les acteurs institutionnels, font état au global d'environ 80 milliards de dollars par an de flux illicites. Bon. Euh, c'est important, mais si on met ça à l'échelle de ce qu'est le blanchiment d'argent au niveau mondial, c'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan. On trouvera toujours des tas de dossiers pour venir accréditer l'idée que tel ou tel mécanisme est plus important que l'autre, parce que les dossiers existent dans tous les domaines. On va trouver vraiment de tout. J'ai moi-même fait des dossiers où on blanchissait avec des planches originales de Tintin, mais j'en arrive pas à la conclusion immédiate que c'est comme ça qu'on blanchit. La crypto
est quelque chose qu'il faut surveiller, mais à l'heure où on se parle là, ça représente une fraction très faible des montants effectivement blanchis. Et la raison à ça, c'est que quand vous êtes un blanchisseur et que vous évoluez dans un environnement où le taux de satisfaction de votre clientèle est de 100% et que le taux de perte est de 1%, vous n'avez pas, si vous voulez, vraiment une incitation profonde à modifier vos modes de fonctionnement. Vous voyez, vous changez quand vous y êtes contraint. Si le taux de saisie c'est 1%, rien ne vous contraint. Ce que vous allez faire dans la crypto, c'est que vous allez ajouter une couche supplémentaire d'erreurs humaines, d'escroqueries, de pertes et surtout de risques d'identification, puisque le principe de la crypto-monnaie, c'est la blockchain. Le principe de la blockchain, c'est de pouvoir tracer les transactions et de pouvoir les contrôler et les confirmer. Bon, l'anonymat d'un billet de 100 $ en comparaison est quand même infiniment meilleur, surtout dans, encore une fois, un écosystème où la pression finalement est faible. Voilà pourquoi il y a peu de transactions en proportion en crypto. Maintenant, il y en a aussi beaucoup. Pourquoi? Parce qu'au final, il n'y a que deux types d'infractions financières, si vous voulez. Celles qui prennent naissance en dehors du système financier et celles qui en sont issues. C'est-à-dire, soit je suis un fraudeur fiscal et je vais aller trouver des justifications pour extraire de l'argent et ne pas payer mes impôts ou faire de l'abus de bien social sur ma société en m'inventant des fournisseurs, etc. Ou alors, je suis un trafiquant de drogue et je génère des sacs de cash. Bon. Maintenant, l'intérêt des blanchisseurs tels que on les décrit au travers notamment des dossiers Sky et EncroChat, c'est d'arriver à faire se rencontrer ces deux mondes. Donc, dans si vous voulez, un écosystème, un univers criminel où les escroqueries, en particulier les escroqueries en ligne, les ransomware, etc., prennent de plus en plus d'importance. Ça génère en fait des flux d'argent énormes, aussi bien dans le secteur formel que dans le monde de la crypto, au travers notamment de paiements de rançon, que les gens qui en sont les initiateurs vont chercher absolument à transformer en quoi? En cash, parce qu'ils veulent sortir de ce système-là. Et donc, c'est l'intérêt du broker d'essayer d'organiser des swaps entre ce milieu, en fait, de l'escroquerie, de la fraude, du ransomware, etc., et celui plus classique du crime organisé. Il y a un dossier fameux que je vous invite à chercher sur Internet, parce que ça a été rendu public, qui découle directement des plateformes cryptées lui aussi, qui s'appelle Dark Bank. Et c'est ça, qui a été présenté comme vraiment le cas d'école du blanchiment par la crypto-monnaie, alors qu'en réalité, on blanchit pas avec de la crypto-monnaie, bien souvent on blanchit de la crypto-monnaie. Et c'est pas la même chose. Alors, merci beaucoup pour ces éléments. Alors, il y a, bon, ça fait penser à un point, une question un petit peu candide. Est-ce que une des solutions serait pas de parvenir, en tout cas, de faire en sorte de supprimer le cash? Non. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est complètement irréaliste? Totalement irréaliste. D'une part parce que ça supposait de le supprimer sur la planète entière, parce que rien n'oblige un trafiquant de drogue basé à Dubaï qui fait ses opérations entre Guayaquil et Rotterdam à se faire payer à Paris du tout. Il va pouvoir se faire payer où il veut, à Singapour, à Hong Kong ou ailleurs. Ça, c'est la première chose. Les paiements sont fréquemment déportés. Bon, ça poserait un problème pour les trafics de petite envergure locaux avec des gens qui n'ont pas de capacité véritablement internationale. Mais par contre, ce que ça ferait, la suppression du cash, c'est que ça contribuerait, à mon avis, très fortement à faire de la crypto-monnaie le problème qu'il n'est pas aujourd'hui. Voilà. Parce qu'évidemment, les gens chercheraient d'autres moyens de paiement. Alors là, on me dira, ah oui, mais alors les monnaies de banque centrale, qui est une question d'ailleurs de Monsieur Sago, là, que j'ai effacé par mégarde parce que je suis pas très à l'aise avec le système. Les monnaies de banque centrale, c'est la même chose. Elles seront appliquées dans une zone géographique donnée et rien n'obligera les gens, une fois de plus, pas plus qu'ils ne sont contraints à passer par les systèmes formels de transactions qui sont surveillés et dont on claironne à longueur de journée qu'ils le sont et donc qui passent ailleurs. Eh ben, ils iront pas non plus dans les CBDC parce qu'on sait déjà avant leur mise en place que les transactions de plus de 400 € seront monitorées. Donc ils n'iront pas. Et d'ailleurs, pas plus que probablement une bonne partie de la population pour d'autres motifs. Alors, j'ai une autre question de la salle, d'Asselni Fofana. Quels sont les défis techniques et humains dans la mise en œuvre des dispositifs anti-blanchiment? Qui souhaite répondre? Je veux bien répondre, mais je veux pas monopoliser le.
Eh bien, Bah, allons-y, cher Quentin. les défis ils sont plus humains que techniques en réalité. Ça commence déjà tout simplement par des humains. Il faut plus d'êtres humains, c'est-à-dire qu'il faut plus de gens pour se charger du sujet, parce que euh, l'argent, avant d'être le produit de l'infraction, c'est le mobile. C'est-à-dire que les gens se lèvent le matin, non pas parce que depuis tout petit ils avaient envie d'être trafiquants de drogue, mais parce qu'ils veulent gagner de l'argent. En fait. Et en fait, il faut mettre en face de ce qui constitue en fait le mobile de quasiment 90% de la délinquance, si ce n'est plus, un nombre suffisant de personnels spécialisés pour le faire. Maintenant, dans l'univers dans lequel moi j'évolue, qui est celui de la criminalité organisée, donc il ne faut pas réduire le spectre uniquement à ça, mais enfin quand même, c'est ce qui pose les désordres civils les plus importants. La difficulté, en fait, c'est que dans un monde extrêmement technique, de communication cryptée, de transfert instantané, etc. Ce qui fait la différence aujourd'hui, précisément, c'est l'humain. Donc je ne minore pas du tout le besoin de mettre en œuvre des solutions techniques de pointe, etc. Il faut vivre avec son temps et c'est absolument nécessaire. Et d'ailleurs, encore une fois, les dossiers dont je vous ai déjà parlé ont largement bénéficié de ces mécanismes-là. Enfin, à la fin des fins, il faut quand même quelqu'un pour lire les messages, les comprendre, les analyser et surtout aller sur le terrain, arrêter des gens et casser des portes. Parce que c'est comme ça que ça marche, l'anti-blanchiment. Ça se termine avec une arrestation, des menottes et une décision de justice. Parce que sinon, Ça, c'est vrai voilà. que c'est intéressant. On n'est pas du tout dans, voilà, on n'est pas dans le virtuel parce qu'au bout Ben du non. compte, derrière un clavier, il y a toujours des doigts qui tapent sur le clavier. Derrière un distributeur, il y a toujours une main qui récupère les billets. Voilà. Et voilà, donc on est bien dans le monde réel Le vieux et policier c'est qui ça qui m'a est formé m'a intéressant. dit, je n'ai jamais vu une personne morale taper dans la caisse. Voilà. C'est Absolument. vrai, il y a des Frédéric. gens derrière. Voilà. Oui, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Quentin, qui est malheureusement frappé du sceau du bon sens pour répondre à la question de l'auteur. C'est-à-dire que, bien évidemment, il nous faut de la technique, il faut comprendre les systèmes, il faut les analyser, faut sortir les éléments criminels pour poursuivre, comment dire, l'enquête, pour procéder à des saisies, etc., etc. Mais comme l'a dit Quentin et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut que l'on identifie dans tous les pays, et pas seulement, je veux dire, les pays que nous couvrons, il faut identifier des petites mains qui vont savoir faire, qui vont savoir identifier, qui vont savoir, comment dire, suivre les différentes transactions, qui vont savoir les analyser au plan tactique, opérationnel et même stratégique, qui vont transmettre les informations au policier, qui lui pourra mettre en œuvre effectivement tous les éléments coercitifs qui sont à sa disposition. Si on n'a pas ça, si on n'a pas ces gens formés qui sont, et je veux dire, je retombe sur un peu ce que Lila avait dit, à savoir que bon, il y a toujours un peu de turnover dans les unités, et il faut en permanence, remettre le métier, je ne sais plus l'impression, je dirais en français, mais remettre, on va dire, l'ouvrage, le métier sur l'ouvrage, pardon, ou l'ouvrage sur le métier, peu importe, de manière à former les nouveaux arrivants, de manière à ce qu'on ait je veux dire, des agents, des policiers, des procureurs qui sont, je veux dire, compétents et qui vont comprendre comment faire, comment saisir, comment geler, je veux dire, quels sont les mécanismes qui sont à mettre en place pour, je veux dire, intervenir. Parce que si on n'est pas en mesure d'avoir ces petites mains opérationnelles, entre guillemets, et là encore, je reviens sur le sujet de l'opérationnalisation, c'est important d'avoir ces techniciens. Si on ne les a pas, effectivement, ben, on sortira pas les affaires parce que c'est pas virtuellement qu'on va Non, mais sortir. complètement d'accord. Fred, après, il y a quand même un autre biais, me semble-t-il. C'est que on veut faire du blanchiment quelque chose d'extrêmement sophistiqué, technique, compliqué, qui ne peut être débroussaillé que par des experts formés au fil des ans à des techniques d'une subtilité extraordinaire. Bon, dans la réalité, j'ai quand même rarement croisé des criminels et des blanchisseurs avec des MBA. Les opérations sont d'une grande simplicité et en fait, je me demande si cette volonté de toujours rechercher les choses les plus complexes ne viendrait pas
je sais pas, d'une espèce de goût pour avoir quelque chose en face de soi qui puisse être à la hauteur de l'outillage intellectuel de tous les gens qui vont créer cette réglementation qui est utile. Je ne suis pas en train de dire que ça ne sert à rien, loin de là. Ça marche très très bien sur toute la délinquance en col blanc, c'est-à-dire qui prend sa source dans le système financier lui-même. Mais pour tout le reste, qui fonctionne en synergie avec les premiers, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement simple, d'extrêmement connu aussi, et qui en plus utilise des canaux qui peuvent être utilisés par ailleurs pour des transactions parfaitement légales. Voilà. Ce qui rend les choses encore un peu plus compliquées et qui de surcroît, est en plus alimenté par le dérisking. C'est-à-dire qu'on coupe du système financier des zones entières à coup de législation anti-blanchiment. Et ensuite, on s'attend à ce que les gens s'assoient par terre et ne fassent rien. Eh ben non, ils vont vers le système informel parce que c'est le seul moyen pour eux de transférer de l'argent. Bon, là, le sujet, c'est, on le voit beaucoup en Afrique et en Asie. Mais je veux dire, vous avez une population qui, pour l'essentiel, n'est pas bancarisée quand même. Il faut quand même le garder à l'esprit. Voilà. Donc, ils ont du mobile money sur leur téléphone. Ils n'ont pas de compte bancaire. Et comment l'argent circule-t-il? Vous voyez. Et après, il y a toutes sortes, si vous voulez, de problèmes de conception du mécanisme de blanchiment lui-même. De la même manière qu'on ne trafique pas de la drogue, c'est pas les mêmes qui font la drogue à la tonne, à la centaine de kilos et au gramme, c'est pas les mêmes gens. Et ben, le blanchiment de ces différentes strates se produit pas de la même manière. Si bien que, par exemple, toutes ces gesticulations autour du blanchiment dans les petits commerces, par exemple, en fait, recouvre une réalité très très différente de ce que les gens pensent, parce que ça correspond en fait à des stratégies de blanchiment qui s'adressent essentiellement à des petits trafics très locaux. Vous voyez, parce que le trafiquant à la tonne, il ne va pas ouvrir 450 kebabs. Le toutes ces questions sont passionnantes. Moi, j'avais une petite question à poser peut-être à Bob ou à Lila. Est-ce qu'on a une idée quand on parle de flux financiers illicites, est-ce qu'on a une idée du ratio de la part de la fraude fiscale et de l'argent du crime dans cette notion de flux financiers illicites? Est-ce que c'est quoi, du 50-50? Est-ce que... Voilà. Ça, c'est une très bonne question et très dur à donner une réponse exacte, mais j'ai l'impression, c'est une impression personnelle, que la plupart, c'est l'évasion fiscale, mais souvent, il y a aussi une catégorie qui est mixte. Euh, on voit des constructions qui semblent être illégales, mais quand on voit derrière, on peut constater des constructions illégales. Mais la plupart, c'est l'évasion fiscale. Et cette évasion, ça peut être aussi une évasion quasiment légale, comme l'utilisation des entreprises offshore, par exemple, qui, oui, ils sont légales, peut-être qu'ils ne sont pas morales. Ça donne beaucoup de problèmes, à mon avis. En France, les Peut-être évaluations, c'est 50 milliards pour la fraude fiscale et 6 pour le trafic de drogue. Alors, ouais, sur la fraude fiscale, il y a des. Alors, bon, j'ai aussi lu un rapport ou un livre qui explique que ça, c'est un grand sujet, notamment en France, qu'il n'y a pas d'évaluation, on n'a pas d'évaluation précise. Il me semblait avoir vu quelque chose comme 80 milliards, mais enfin, on manque de données. Mais c'est très intéressant. Merci Bob, merci Quentin. Et ça ouvre aussi sur une autre question. Vous avez mentionné les places offshore, sur la limite entre l'optimisation et la fraude fiscale. Ça aussi, c'est un grand sujet. Je vois que l'heure tourne en même temps. Alors, du côté des organisateurs, on me dit qu'on peut dépasser, on peut dépasser un peu. Donc, on va encore relayer quelques questions
de, de la salle, avant avant de conclure. Par exemple, quelqu'un demandait si l'argent épargné de façon informelle rentrait dans les flux financiers illicites. Est-ce qu'on le... Est-ce que quelqu'un souhaite répondre? Lila, je vois que vous souriez. Yeah. Yeah, maybe I can just touch a little Oui, bit je on vais that. So, essayer is money d'y saved répondre. informally or outside the Donc, banking system l'épargne, donc en illicit dehors du legal? système I think bancaire, est-ce que not c'est un flux automatically, so I'd say illicite? no, Pas because forcément, informal savings are not parce que illicit l'épargne simply because they informelle, sit ce n'est pas outside the illicite formal uniquement banking parce que c'est system. en I dehors du think in système many bancaire formel. African Je pense que contexts, dans informal beaucoup de savings, whether pays we put africains, them through what we l'épargne call charmas informelle, or mattress dans money, les they are charmas entirely ou sous le legitimate. So matelas, the illegality is not c'est in de the l'épargne informality. légitime. I think Donc, it ce n'est is pas in the origin of the illégal funds pour and the cela. intent to C'est conceal. parfois So when l'origine des financial fonds inclusion et le becomes désir de les relevant, cacher que or cela rather devient financial inclusion illégal. becomes relevant, is that bringing informal savings into the formal L'épargne system informelle, increases lorsque visibility cela and also est inclus dans le traceability, système which formel, does ça help augmente la narrow the visibilité space et la in which genuine traçabilité pour illicit flows can hide. réduire But we la must be careful possibilité not pour to les flux criminalize illicites de informality cacher. Mais il itself. faut faire When you look at attention the à ne pas African sector, almost criminaliser le secteur 80% of our market informel. economy is 80% du informal. So marché the policy goal africain should be est inclusion, of informel. course, not surveillance. Donc il faut de l'inclusion, pas de la surveillance. Merci beaucoup, Lila. Une autre question de la salle. Est-ce que l'IA pourrait aider dans le domaine? Est-ce que quelqu'un souhaite répondre? Bob, est-ce qu'il y a du côté de la recherche, est-ce qu'on voit que l'IA ou Pierre Allégret, si vous êtes toujours en ligne du côté de la DG Trésor, est-ce qu'on a des réflexions sur l'utilisation des outils d'IA pour l'identification des flux financiers illicites et le déclenchement d'enquêtes de renseignement, voire davantage? Alors, Alors, quelles non, sont il y a Bob, l'utilisation de quoi? de l'intelligence artificielle. Ah oui, non, ça, bien sûr, c'est très utile. Et en fait, on a fait quelques expérimentations avec ça et ça peut être très utile. Le grand problème, c'est que la qualité de cette analyse dépend fondamentalement à la qualité des bases de données. Et quand on a quelques formes de bias dans ces données originelles, on peut répliquer ces types de bias. Je vous donnerai un exemple. Par exemple, au Tunisie, je vais vous montrer que cette famille de Ben Ali euh, ont une évasion fiscale très grande. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun douanier qui a osé de leur punir. Et là, quand on regarde les bases de données, on jamais trouve des fraudes des familles Ben Ali. Si on a une application artificielle d'intelligence, euh, elle va vous dire que non, il ne faut pas contrôler cette famille-là parce que ils sont très très honnêtes. Mais c'est pas vrai, bien évidemment. Alors, il y a un potentiel énorme, mais il faut rentrer dans les détails et aussi être sûr qu'on a des données objectives avant de lancer des projets grands. Sur l'IA, peut-être aussi un mot, parce que là où vraiment l'IA fait son apparition massivement, c'est évidemment dans le secteur bancaire, de façon à faciliter, améliorer, si c'est possible, la détection et donc les déclarations de soupçons. Lesquelles déclarations de soupçons, en fait, connaissent un accroissement énorme ces dernières années, puisqu'elles ont été multipliées par pratiquement 10 en quelques années, avec un phénomène d'engorgement aussi. Une des raisons à ça, c'est que évidemment les établissements bancaires qui sont les principaux émetteurs de ces déclarations de soupçons sont
évidemment là pour participer à la lutte anti-blanchiment, mais leur problématique essentielle, c'est surtout de se prémunir des sanctions. Or, personne n'a jamais été sanctionné pour avoir trop déclaré. L'inverse n'est pas vrai. Et du coup, les éditeurs de logiciels qui ont un intérêt commercial à l'affaire proposent de nombreuses solutions d'IA. Les retours qu'on en a du secteur, c'est que ça crée une quantité hallucinante de faux positifs. Ça décuple les déclarations à nouveau, ça les rend plus faciles, plus rapides, et ça va probablement, au moins dans un premier temps, poser un problème d'engorgement, je suppose. Donc voilà, l'IA c'est super, on l'utilise, tout le monde l'utilise de plus en plus, elle nous a permis de faire des choses absolument extraordinaires en termes d'investigation aussi, mais il faut aussi se défier de vouloir la mettre à toutes les sauces et surtout quand c'est pas prêt, quoi. Merci beaucoup, Quentin. On s'approche de la conclusion de de ce séminaire. Euh, alors, vos derniers propos m'évoquent une problématique qui pourrait peut-être ouvrir la voie vers un prochain séminaire. C'est celui du modèle qui nous sert de base de travail. C'est-à-dire celui du principe de la déclaration de soupçon qui serait ensuite le déclenchement de poursuites judiciaires. Est-ce que ce modèle n'est pas devenu anachronique? Est-ce que ce modèle n'est pas perverti justement par l'accroissement des déclarations qui n'ont que pour objectif de se prémunir de sanctions, donc qui engorgent les services et qui, au final, ont statistiquement un résultat assez faible? Est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait pas changer de paradigme et c'est-à-dire travailler non pas sur une déclaration de soupçon, mais sur des enquêtes proactives, c'est-à-dire se dire voilà, quelqu'un qui a de l'argent à blanchir, en quoi va-t-il l'investir prioritairement? Quels sont les achats favoris des blanchisseurs, de ceux qui voilà, et en quelque sorte inverser la méthode de travail. Enfin, voilà, je lance ça comme un sujet, non pas pour recommencer une discussion, parce que sinon on en a jusqu'à tard ce soir, ça serait passionnant, mais à l'invitation de Ferdi peut-être et de vous-même pour un prochain épisode. Est-ce que, avant de conclure, vous avez les uns ou les autres des questions à poser aux autres intervenants? Lila? No, I think for me it's been Non, incredible pour moi, ça a été une expérience formidable d'apprentissage, de savoir ce qui se fait en français, dans une langue étrangère, et comment c'est lié à nos travaux à nous. Et lorsque Monsieur Bob a dit, il ne s'agit pas d'une asymétrie d'informations, mais surtout comment on utilise les informations. Et je me dis, une manière dont on peut combattre ces FFI serait de demander des déclarations publiques. Parce que si les entreprises proches du pouvoir qui manipulent les transactions, ils le font parce que les informations quant à leurs profits, propriétaires, etc., est invisible au public. Donc, soyons beaucoup plus transparents et j'ai adoré la session d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lila. Frédéric, un mot pour conclure? Je conclurai sur un petit mot d'espoir. D'abord, à partir de ce que nous a dit Leïla, qui est très encourageant, mais aussi à partir des expériences concrètes que Quentin a partagées avec nous. Euh, Ce que je vois, c'est qu'il nous reste encore beaucoup de travail à faire pour sensibiliser, pour attirer, je veux dire, les enquêteurs ou les analystes sur cette thématique. Parce que effectivement, c'est pas toujours les gros entre guillemets opérateurs ou les gros criminels qui vont comment dire nous conduire à améliorer nos chiffres, même si c'est quand même important. Et il faut quand même aussi, comme l'a souligné Lila, il faut préserver le tissu sociétal qui utilise cet argent comment dire, liquide pour faire ces transactions. Aujourd'hui, on n'en est pas encore à tout pouvoir surveiller, comme l'a dit d'ailleurs Quentin, ça sera la fin ça sera le début d'un enfer, que ce soit pour les unités qui sont chargées d'analyser les déclarations d'opérations suspectes, ou que ce soit pour les banquiers eux-mêmes, parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé et que j'avais abordé dans un webinaire précédent, c'est lié. Bon, on a parlé des bénéficiaires effectifs, mais
Au niveau des banques, déjà, quand quelqu'un veut ouvrir un compte, malheureusement, il y a une fraude documentaire qui est absolument euh, faramineuse et qui empêche que ce soit les MLROs, les officiers en charge de la sécurité, d'intervenir ou d'identifier leurs clients et par la suite, pour les criminels, d'identifier effectivement ces mêmes personnes. Donc après, il faut refaire un travail d'environnement qui est infernal. Donc oui, j'y vois comment dire, des pistes d'espoir, des pistes de travail. L'opérationnalisation en est une. Continuer à former et informer les personnes qui traitent de ces infractions, c'est important aussi. Et à la fin, en bout de course, c'est quelque chose qui, pour aujourd'hui, n'est peut-être pas encore totalement dans les esprits, mais la gestion des avoirs criminels, la saisie, leur confiscation est aussi quelque chose qui est du domaine comment dire, de la justice, qui concerne la justice. Et les magistrats ont certainement aussi dans ce domaine-là besoin d'une information, qu'elle soit d'ordre technique, opérationnel, voire même légal sur les mécanismes d'interaction entre les différentes institutions et juridictions. Merci beaucoup, Frédéric. Euh, Quentin, un mot de la fin? Ouais, rapidement, je crois que c'est surtout, bon, je suis d'accord avec tout ça. Euh, je pense qu'il faut vraiment cesser de considérer le blanchiment comme une sorte de bloc homogène contre lequel il faut mettre en place des process pour arriver à sa disparition. Le blanchiment est une conséquence. Pour comprendre comment il va fonctionner et quels en seront les acteurs, les moyens et les ficelles, il faut en comprendre les causes. Les causes sont multiples. Je suis souvent un peu surpris quand même de voir que des gens qui sont très très versés dans la réglementation anti-blanchiment n'ont aucune connaissance des infractions qui mènent à ce blanchiment, ce qui à mon avis pose problème. Comment lutte-t-on contre le blanchiment du trafic de stupes en ne connaissant rien au trafic de stupes, à son économie, à sa géographie, à ses équilibres et à ses acteurs. Donc je pense que ça, c'est quand même très important. Cette déconnexion croissante du blanchiment comme objet complexe et sophistiqué d'études et de recherche du fait générateur pose problème. Ce qui renvoie d'ailleurs à votre question sur un futur forum sur les déclarations de soupçons. Je pense qu'il faut à la fois affirmer ce qui est fait, qui est utile, la surveillance formelle du système financier régulé, et donc des déclarations de soupçons, etc. Mais aussi intégrer aussi le fait que si on part de l'argent pour remonter au crime, eh bien, on est tel un saumon remontant la rivière, ce qui est infiniment plus fatigant que de la descendre. Voilà, puisque on sait que les crimes génèrent de l'argent. Donc, je pense qu'il faut vraiment avoir cette double approche-là, et puis surtout cesser de plaquer nos représentations du monde sur la planète entière. Voilà. Madame le signalait, la population en certaines zones n'est pas bancarisée, la circulation des transactions c'est que du cash, et il se trouve que on a aussi des diasporas importantes dans nos régions qui importent ces modes de fonctionnement-là. C'est-à-dire qu'ils ne découvrent pas l'existence du hawala alors qu'ils se mettent à trafiquer de la drogue, puisqu'en fait, leurs parents payaient leur loyer par ce moyen. Voilà. Merci beaucoup, Quentin, pour ces nouvelles pistes pour un futur webinar. Cher Bob, un mot pour finir? Yeah, and I'm glad. No, it was great. This because I fully agree with Quentin that Oui, je suis d'accord avec Quentin. necessary to take an integrated look at what Nous avons besoin d'une approche plus intégrée these different problems are strongly interconnected, and et ces so problèmes sont tous I connectés often entre eux. find that as economists, for instance, we only talk to En other tant economists, qu'économiste, lawyers, we souvent talk nous to ne other parlons lawyers, and qu'à most d'autres of the people are économistes. Les economists, so it's avocats great to parlent have a à forum d'autres avocats, les where we policiers come parlent à together d'autres and policiers. take Donc one c'est très temperature, bien because qu'ici nous actually, représentons in many ways, I différentes feel that parties de la société the different presentations et les différentes interventions give a sort of convergent nous conclusions. ont And so, permis d'arriver au I final à la learned a même lot. conclusion. Thanks for including me. J'ai beaucoup appris. Merci de m'avoir invité. Merci, Bob. Écoutez, le temps de clôturer ce webinar. Merci
à Pierre Allégret de l'avoir ouvert. Merci à nos panélistes d'avoir participé, d'avoir répondu aux questions. Merci aux presque 140 participants en ligne qui étaient connectés. C'était très intéressant pour tous, je pense, et peut-être l'occasion de nous revoir lors d'une prochaine édition. Je vous dis donc encore merci, merci à la Ferdi, et je souhaite que nous nous retrouvions à donc une prochaine édition. Au revoir. Au revoir, merci.